Merci d'être au rendez-vous de votre édition de la mi-journée. Bienvenue sur Africable Télévision. Voici à présent les titres de ce jour. Dans l'actualité, la police algérienne mobilisée depuis lundi, mobilisation pour de meilleures conditions de travail. Un accord aurait été trouvé selon Alger. Ce jeudi s'annonce donc crucial pour la suite du mouvement. Le virus Ebola continue de s'aimer la psychose dans le monde entier. Les États-Unis promettent à leur tour de renforcer les mesures de prévention. Monté en première ligne, Barack Obama a annulé tous ses déplacements. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. En Algérie, la police se mobilise depuis lundi. Mobilisation inédite pour de meilleures conditions de travail. Un accord aurait été trouvé, affirme le gouvernement algérien. Ce jeudi s'annonce donc crucial pour la suite du mouvement. Face à la grogne des policiers, le gouvernement a choisi de répondre à leurs revendications. En ce qui concerne la question des bonus et des frais professionnels, tout cela sera réglé dans les jours à venir. Sur les mauvaises conditions de travail des policiers, des comités disciplinaires vont être installés aux niveaux locaux, régionaux et nationaux. Des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail. Les policiers réclament aussi des logements pour leurs familles. Une demande actuellement à l'étude d'après le gouvernement. De quoi satisfaire les manifestants pour le moment. Le ministre de l'Intérieur a tenu compte de nos revendications et nous a assuré qu'elles seraient prises en considération, qu'elles seraient même sur le point d'aboutir. En plus de cela, nous avions d'autres exigences et sa réponse a aussi été positive. Il s'est engagé à les honorer. D'autres demandes restent en suspens, comme la création d'un syndicat autonome. Quant au renvoi demandé du chef de la police, le ministre n'a pas donné suite. Cette manifestation inédite en Algérie a débuté lundi à Gardaïa, à 600 km au sud d'Alger. Là où des communautés s'affrontent depuis des mois, mobilisant des milliers de policiers. Mais voici l'image la plus symbolique. 1 millier de policiers rassemblés devant le palais présidentiel à Alger. Après la capitale, la contestation a aussi gagné Oran, la grande ville de l'Ouest. Dans l'actualité également, le 9e Forum pour le développement de l'Afrique, les participants à la rencontre ont appelé à la création d'un réseau d'échange d'informations. Les États en voie de développement font face en ce moment à des activités illicites et qui nuisent fortement à la lutte contre la pauvreté, d'où la nécessité d'une solution globale. 50 milliards de dollars, c'est le montant estimé des flux financiers illicites en provenance d'Afrique, un montant supérieur à l'aide publique au développement reçue par le continent et qui pourrait constituer une source potentielle de mobilisation des ressources intérieures africaines. 50 à 60 milliards de dollars s'échappent chaque année d'Afrique. C'est une estimation, mais les chiffres réels pourraient être beaucoup plus importants. Nous parlons ici de flux d'argent qui sont hors du système financier, donc difficiles à évaluer. La croissance élevée qu'enregistre le continent pourrait être encore plus importante si des ressources potentielles d'investissement ne quittaient pas l'Afrique de manière frauduleuse, des fonds perdus qui auraient pu servir à financer le développement. S'il y a une réelle volonté de la part des chefs d'État africains, et une coopération avec les dirigeants des pays occidentaux et leurs institutions financières, il est possible de ramener ces flux vers l'Afrique et de les réutiliser pour des projets structurants dans l'enseignement ou encore pour lutter contre Ebola. Dans un contexte économique mondial dans lequel l'Afrique ne peut plus miser sur l'aide extérieure, la lutte contre l'évasion fiscale et l'argent sale peut contribuer à augmenter les recettes des États africains. De plus, les activités illicites telles que le crime organisé, le trafic d'armes ou de drogue nuisent fortement à la lutte contre la pauvreté, un problème que vivent de nombreux pays en développement mais qui nécessite une solution globale.
Développement économique et social au Mali, les défis sont nombreux. UBFrance, l'agence française pour le développement international des entreprises, a accompagné une délégation de 22 entreprises qui séjournent actuellement à Bamako. Il s'agira d'évaluer les besoins du pays en termes de développement en vue de permettre au Mali d'amorcer son développement économique. C'est un compte rendu de Daouda Kamate et de Sékou Doumbia. Ce sont 22 entreprises qui discutent avec les entreprises maliennes pour nouer des coopérations profitables à tous. À terme, il s'agit pour la France de mettre leur savoir-faire au service du développement socio-économique du Mali, qui d'ailleurs doit relever 3 enjeux majeurs, notamment assurer une paix durable, ancrer la pratique démocratique et aussi et surtout amorcer son développement. Un pays en forte progression démographique. Je rappelle que la population du Mali va doubler dans 15 ans. Donc tout ça, ce sont des ressorts de croissance et c'est en même temps de la planification, de la préparation et, encore une fois, du développement économique. Donc dans ce contexte-là, la France du 11 janvier 2013, la France de Serval, elle sera aussi présente. C'est que les entreprises françaises sont là pour la durée. Elles s'inscriront dans la durée. Avec les journalistes, plusieurs questions ont été abordées, dont celle relative à l'opportunité d'une telle rencontre en ce moment et l'intérêt que la France peut tirer en investissant massivement au Mali. Et quand on a posé la question de savoir si cette rencontre n'était pas de trop, surtout que celle antérieure n'a rien apporté en termes de retombées économiques, le patron de UBFrance a réagi que ce n'est pas un coup de trop. Des entreprises françaises qui ne viennent pas ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour piller le Mali, mais pour construire des partenariats durables. Et j'ai confiance, non seulement dans la qualité des entreprises françaises, mais aussi dans le libre jeu de la concurrence, où il n'y a pas que le prix qui compte, il y a la qualité. Sur les 3 jours de cette mission, ce sont près de 100 rendez-vous d'affaires auxquels ont participé les entreprises françaises. Elle leur a permis de mieux appréhender les besoins des organisations internationales actives sur place et d'identifier les marchés publics sur lesquels elles pourront proposer leur expertise. Cette fois-ci, la France s'engage dans une démarche de transparence totale pour un profit gagnant-gagnant. Chapitre santé à présent avec l'épidémie d'Ebola qui continue de s'aimer la psychose dans le monde entier. Les autorités françaises annoncent un renforcement des contrôles à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Sur le vol quotidien d'Air France en provenance de Conakry, la capitale de la Guinée, débuteront samedi matin des contrôles. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de contrôle à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pas de mesures particulières pour les passagers en provenance des pays touchés en Afrique, notamment la Guinée-Conakry. Seul ce panneau d'information pour indiquer la marche à suivre en cas de contamination. Mais désormais, la France va imposer ses contrôles. Et l'Elysée n'a pas détaillé ces mesures, mais elle pourrait s'inspirer du voisin britannique. Seul pays de l'Union européenne à avoir mis en place un dépistage renforcé, un questionnaire de santé et, le cas échéant, une prise de température. Il ne s'agit pas de contrôler absolument tous ceux qui entrent dans le pays. C'est une mesure ciblée qui vise les voyageurs qui ont été dans l'un des pays touchés par l'épidémie d'Ebola lors des 21 derniers jours, ce qui correspond à la période d'incubation du virus. Ces précautions vont s'ajouter à celles qui existent déjà au départ des pays touchés, comme ici, en Guinée. Après la France, la République tchèque annonce aussi des contrôles renforcés. Les ministres européens de la Santé débattent aujourd'hui à Bruxelles d'une éventuelle coordination de ces mesures. Et les États-Unis qui promettent à leur tour de renforcer les mesures de prévention. Monté en première ligne, Barack Obama a annulé tous ses déplacements. Il faut rappeler qu'un deuxième cas, un patient du Libéria, est décédé dans un hôpital de Dallas. Précaution et protection maximale autour d'Amber Vinson. L'infirmière contaminée vient d'être transférée par hélicoptère depuis Dallas vers cet hôpital d'Atlanta. Âgée de 29 ans, elle a été contaminée par le virus Ebola après avoir soigné le patient libérien décédé la semaine dernière. Et désormais, la polémique enfle aux États-Unis. Au centre des critiques, les failles du système de protection. L'infirmière contaminée avait pris un vol intérieur ce lundi.
Avant d'embarquer, elle affirme avoir averti le centre de contrôle et de prévention des maladies qu'elle avait une très légère fièvre. Mais pour le centre d'Atlanta, ce niveau de fièvre était inférieur au seuil d'alerte. Elle a donc été autorisée à partir. Les 132 passagers à bord du même vol sont aujourd'hui invités à se manifester. À Washington, ces réunions de crise à la Maison-Blanche, Barack Obama annonce de nouvelles mesures pour contenir une éventuelle propagation du virus sur le sol américain. Dès que quelqu'un est contaminé par le virus Ebola, nous voulons une équipe d'intervention rapide, une équipe du Centre de contrôle et de prévention des maladies qui soit sur le terrain dès que possible. À l'hôpital de Dallas, 75 personnes ayant été au contact de l'infirmière ont été placées sous surveillance. Sur un tout autre décor, le secrétaire général de l'ONU réitère son soutien et sa solidarité envers le peuple palestinien. Ban Ki-moon, en visite au Proche-Orient, est arrivé ce mercredi à Gaza, où il a pu constater l'ampleur du désastre provoqué par la dernière guerre menée par Israël les mois derniers. « Mon cœur est très très lourd », a-t-il dit. Le secrétaire général des Nations Unies est venu apporter aux Gazaouis un message d'espoir, une promesse de don de 5,4 milliards de dollars annoncée lors de la conférence des donateurs au Caire, dans la capitale égyptienne, avant d'appeler Israël à lever le blocus et à mettre un terme à la colonisation. Et les Mozambicains qui votaient ce mercredi aux élections présidentielles et législatives, ce vote est vu comme un test pour le Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Bien que son candidat Philippe Nyusi soit quasiment assuré de sa victoire, le parti pourrait être sérieusement malmené. En face, l'opposition qui connaît un regain de popularité et la population qui, lassée de la pauvreté, a soif de changement. Ce désir de changement manifesté par les Mozambicains lors de la campagne se traduira-t-il dans les urnes? Trop tôt pour le savoir. Et au Niger à présent, le chef de file de l'opposition politique Seyni Omar a livré ce mercredi un message à l'issue de l'audience que lui a accordé le président Issoufou lundi dernier sur la demande du leader de l'opposition. Et ce, après près d'une année de rupture de tout contact entre les deux hommes. En voici un extrait recueilli par Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Malheureusement, le chef de l'État n'est pas conscient des actes que lui et son régime sont en train de poser et qui risquent d'être préjudiciables à la stabilité, à la quiétude sociale, à l'unité nationale, à la démocratie et à la République. En effet, le président Issoufou dit qu'il n'y a pas de dissidence dans les partis politiques, qu'il n'y a pas de crise politique au Niger, qu'il n'est pas au courant de la levée de l'immunité du président Tanja, qu'il n'est pas au courant de la levée de l'immunité du président Maman Ousmane, de même qu'il n'est pas au courant des conditions dans lesquelles le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé l'arrestation du président Hama Amadou. Enfin, qu'il n'est pas au courant des investigations que sont en train d'opérer les inspecteurs d'État sur ma gestion antérieure, alors que c'est lui-même qui signe leur lettre de mission. C'est dire que le président Issoufou reste dans la négation de la réalité, en niant les dissidences entretenues par lui-même et en feignant de ne pas être au courant des harcèlements dont sont l'objet les principaux leaders de l'opposition. C'est dire qu'il y a péril en la demeure, car le père de famille dit ignorer ce qui se passe dans sa famille. J'ai échangé avec le président de la République sur certaines affaires d'une extrême gravité, ayant récemment défrayé la chronique et qui continue de la défrayer. Des affaires dans lesquelles les intérêts du Niger et de son peuple n'ont jamais été aussi bafoués et ces deniers tant spoliés. L'achat de l'avion présidentiel, le fameux chemin de fer Niamey-Dosso et le trafic des passeports. Parlons de découverte avant de refermer cette édition du pétrole au Sénégal. La découverte est confirmée par la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Il s'agit d'un gisement offshore au large des îles du Saloum. La première production est prévue d'ici 5 à 6 ans. Le Sénégal a fait appel à l'expertise étrangère pour conduire les travaux qui devaient coûter en termes 1 000 milliards de francs CFA.
Enfin, du pétrole au Sénégal. Il s'agit d'un gisement offshore trouvé dans les eaux profondes au large de nos côtes. Le gisement que nous avons trouvé, effectivement, se situe dans les profondeurs de 1427 mètres. Donc c'est ce qu'on appelle le gisement en eau profonde. Dans quelle partie du pays? Au large de Sangomar, précisément. Quand vous regardez les îles du Saloum, c'est au large de Sangomar, à quelques kilomètres au nord de la frontière avec la Gambie. De la découverte à l'exploitation, près d'une décennie va s'écouler. Le premier baril produit en offshore made in Sénégal est annoncé d'ici 5 à 6 ans. Les premiers travaux nécessitent la mise en place d'infrastructures spéciales, mais aussi d'un potentiel humain de 150 ouvriers en permanence sur le site. Coût de l'exploitation à terme 1000 milliards de nos francs. L'expertise étrangère a été d'un grand apport. 3 partenaires, dont le géant américain ConocoPhillips, pour conduire le projet. En amont, tout a été pris en compte pour produire notre pétrole. Un produit de qualité, sans dommages collatéraux, y compris l'environnement. Dans tout ce processus, il y a une gestion pour éviter aussi la pollution. On sait que quand on produit du pétrole à certaines profondeurs, il faut prendre toutes les dispositions pour que le pétrole qui sort du sous-sol n'échappe pas dans la mer. Donc toutes ces dispositions sont prises en compte pour éviter la pollution. Vivement l'or noir du Sénégal dans les stations-service. C'est un élément essentiel pour régler les problèmes énergétiques, assurer une économie solide et contribuer grandement à placer le Sénégal sur la voie de l'émergence. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.